Je vais donner la parole à Karine, qui nous a apporté la partie scientifique, notamment de l'étude. Il y a des étudiants qui font maintenant Sciences Po ici dans la salle ou pas? Voilà, il y en a au moins un. Alors sois rassuré, notre collaboration avec Sciences Po, notamment avec le laboratoire de droit, il y a donc quelques étudiantes, elles sont 5, qui font un travail avec nous, mais dans le cadre de l'Université Paris-Saclay, sur l'intelligence artificielle. Donc ne désespère pas, tu auras le relais qui va être offert, en tous les cas, dans les années qui viennent. J'en profite pour dire, donc, il y a l'espace éthique d'Île-de-France, qui est l'espace éthique régional, qui dépend de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, qui s'occupe à la fois du sanitaire, de tout ce qui est la médecine, et du médico-social. C'est là où on évoque les situations de handicap, toutes les vulnérabilités et précarités. Puis notre deuxième axe, c'est Paris-Saclay, l'université Paris-Saclay, où on a une structure, pour les gens qui poursuivront à Paris-Saclay, donc on a un conseil d'éthique et d'intégrité scientifique. Et dans ce cadre, on a une équipe de recherche, et Karine fait partie de toute cette démarche, et elle s'est spécialisée, on peut le dire, dans la sensibilisation des enseignants à la méthodologie de l'animation du débat éthique. C'est-à-dire comment permettre à chacun d'échanger, d'avoir un point de vue. Et puis elle nous a également sorti une étude tout à fait intéressante qui est en ligne sur le site de l'espace éthique. Merci. Ouais. Alors, merci Emmanuel, merci Sébastien aussi pour ce moment de restitution collective. Donc je vais aller vite pour vous laisser surtout la parole. Je vais présenter rapidement quelques-uns des résultats de l'étude que nous avons menée l'an dernier au lycée Pierre-Gilles de Gênes, afin d'apprécier sur le terrain à la fois les conditions d'existence et aussi la pertinence d'une éducation à l'éthique dans le secondaire. Alors, je ne vais pas détailler l'expérience pilote support de l'étude puisque Richard Yilmaz l'a fait. Je dirais juste que d'un point de vue méthodologique, on a évalué cette expérience à l'aide d'une double approche qualitative et quantitative. Donc d'abord, cette expérience a quand même, je rappelle juste, impliqué 4 classes de terminale, 4 enseignants de sciences et puis une classe d'élèves témoins. Donc les élèves ayant participé à l'expérience et les élèves témoins ont rempli au début et à la fin de l'expérience un test psychométrique permettant de déterminer leur niveau de jugement moral et cognitif. Alors pour la suite, je précise juste une chose, c'est des termes que je remplerai. Ce test se réfère à 3 niveaux de développement, 3 stades de développement, qui sont des stades classiques qu'on traverse tous. Au stade préconventionnel, l'individu base ses décisions sur ses intérêts immédiats. Au stade conventionnel, les décisions sont basées sur le désir de satisfaire des attentes interpersonnelles, mais aussi sur les dictats ou les lois de la société. Et puis au stade post-conventionnel, elle s'appuie plus sur des principes éthiques universels. C'est-à-dire qu'à ce dernier stade de développement, que certains lycéens atteignent, mais pas tous les adultes d'ailleurs l'atteignent, l'individu relativise la référence aux normes collectives. Donc voilà pour ces précisions. Après, les élèves ayant participé aux ateliers d'éthique ont aussi rempli un test, un questionnaire semi-ouvert qui visait à déterminer la manière dont ils s'étaient emparés de l'expérience. Et puis enfin, des entretiens semi-directifs ont été conduits avec les enseignants ayant animé les débats avec les élèves. Donc les principaux résultats, j'en présenterai juste 3 ici. Le premier, le niveau de jugement moral et cognitif des élèves a significativement progressé lors des ateliers, c'est-à-dire que le nombre d'élèves caractérisés par un jugement de type préconventionnel a significativement diminué, et à l'inverse, le nombre de ceux caractérisés par un jugement des jugements de type raisonnement, de type conventionnel ou post-conventionnel a significativement augmenté. Et dans le même temps, évidemment, le type de jugement moral entre guillemets, éthique des élèves témoins n'a pas été modifié. Donc ces premières données signifient que les ateliers d'éthique ont finalement permis aux élèves d'acquérir plutôt des capacités qui sont nécessaires à l'exercice de la pensée réflexive et de la démarche éthique. Alors, par capacité, j'entends beaucoup de choses. J'entends des dispositions comme l'ouverture, l'étonnement, le questionnement. Aussi des processus, le processus du philosopher, conceptualiser,
problématiser, argumenter, des compétences, par exemple avoir l'esprit critique, intégrer la complexité, gouverner ses émotions, et puis enfin des postures. Vous en parliez tout à l'heure, l'empathie, la responsabilisation ou l'engagement. Voilà des exemples. Donc ces premiers résultats qui sont issus finalement de l'étude psychométrique ont été confortés par les entretiens, puisque les enseignants ont notamment noté un gain de maturité, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, intellectuelle des élèves, mais aussi une implication forte d'élèves timides par ailleurs ou alors peu performants scolairement. Et puis donc c'est aussi ce que tu disais, une progression de ces mêmes élèves dans des disciplines scolaires plus classiques. Deuxième point, deuxième type de résultat, les élèves se sont emparés de ces capacités, travailler dans les ateliers au-delà des ateliers. Les questionnaires semi-directifs ont révélé que 60% des élèves ayant participé aux ateliers considéraient, à l'issue de l'expérience, considéraient eux-mêmes que leur manière de penser avait évolué. C'est important parce que ce que l'on pense être capable de faire est au moins aussi important que ce qu'on est capable de faire en termes d'évolution. Par ailleurs, 80% d'entre eux ont eu des discussions éthiques avec leur entourage, alors essentiellement la famille, les amis. Et puis 46% ont, à titre individuel, envisagé au moins une situation ou une problématique sous l'angle du questionnement éthique, en marge des ateliers. Alors ce deuxième type de données signifie que finalement les ateliers d'éthique menés en milieu scolaire ont également un impact positif au-delà de ce cadre. Par exemple, ils ont permis aux élèves de sensibiliser leurs proches à la bioéthique et ce faisant de contribuer à diffuser une culture de réflexion éthique. Et puis ces résultats signifient aussi que, enfin en tout cas, ils révèlent que ces ateliers ont également eu un impact, au-delà des compétences, sur la perception, la conception de soi des élèves en réalité, notamment en leur offrant des expériences familiales ou sociales valorisantes. Voilà, notamment cela, je n'ai pas le temps de détailler. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est que ces ateliers ont ainsi participé à améliorer l'une des deux composantes de l'estime de soi, qui est donc la perception de soi. Quoi. Et dernier résultat, et je me dépêche un peu parce que je vais vous laisser la parole, dernier type de résultat, ça concerne la relation enseignant-élève. Et je crois que vous en avez parlé tous les deux. Ces ateliers d'éthique ont vraiment influencé la dynamique interactionnelle élève-enseignant. D'après nos interviews, ont révélé d'une part que l'animation de débat éthique était un exercice complexe et déstabilisant aussi pour vos enseignants. Et ils ont révélé d'autre part que finalement cette espèce de mise en danger relative que constitue cet exercice pour les enseignants les amène à modifier à la fois leur manière d'interagir avec les élèves et leur manière de les considérer. Et cette évolution est importante parce qu'elle permet à des élèves vulnérables d'avoir le sentiment d'être considérés comme des personnes qui collaborent à la co-construction d'une réflexion, et non pas simplement comme des élèves qualifiés de bons ou mauvais, entre guillemets, sur la seule base des résultats scolaires. Donc en fait, cette expérience, de cette manière-là, a aussi participé à améliorer l'autre composante de l'estime de soi des élèves, qui est l'image renvoyée par l'autre. Je ne présenterai pas plus de résultats, juste pour conclure, je dirais, mais tu l'as dit premièrement que ces éléments, plus d'autres qu'on n'a pas le temps de détailler ici, donc ont conduit à la reconduction de l'expérience et à son extension à d'autres établissements. Et aussi, je pense que ces résultats nous autorisent à penser, je vais conclure là-dessus, que ce développement-là d'éthique dans le secondaire serait vraiment bénéfique, triplement bénéfique pour la société. Premièrement, en offrant à tous les élèves
l'opportunité d'acquérir des capacités. Cette introduction d'éthique permettrait à chacun de gagner en puissance d'agir, en autonomie, en responsabilité, ça a été dit. Deuxièmement, en contribuant, et c'est ce que vous avez fait l'an dernier, à diffuser une culture de réflexion éthique, elle permettrait d'enrichir le débat citoyen d'un questionnement éthique. Et là, je pense que les interviews, enfin les interventions qui vont suivre vont illustrer ce deuxième point. Et puis pour conclure, troisièmement, cette éducation à l'éthique, je crois que c'est très important aussi, en améliorant l'estime de soi des élèves les plus défavorisés, et aussi en leur offrant en leur permettant d'accéder à des expériences de succès d'un type ou d'un autre. L'éducation à l'éthique permettrait de lutter contre, disons, le processus, en fait, c'est le processus de reproduction des inégalités qui opère à l'école depuis Bourdieu, mais encore aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. C'était important que Karine Demuth-Labou dise qu'il y a aussi une approche scientifique, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas lancé dans l'aventure en disant on va se mettre autour de la table et on va faire le café de l'éthique. C'est quelque chose de structuré et vous avez participé, j'allais dire, à cet événement. Alors, je n'ai pas posé la question et je termine là-dessus. Il y a des lycéens qui sont devenus étudiants à Paris-Orsay ou pas? Personne n'est à Saclay? Alors, l'an dernier, en fait, on avait moins de S que de L et de ES. Et cette année, j'ai récupéré 2 S bio. Donc là, peut-être qu'effectivement, il y en a qui vont... Parce que je veux dire, pour les gens qui le seraient un jour, à Saclay, par exemple, à l'université Paris-Saclay, il y a 5200 doctorants et on a formé à l'éthique cette année, en mai dernier, 1628. Et il y a toute une filière, un parcours en éthique. C'est air de rien, mais l'université, maintenant toutes les universités ont ce devoir de formation, de sensibilisation. Donc quand vous vous trouverez dans les filières universitaires, vous aurez a priori un bénéfice à tirer de votre expérience, puisque maintenant la responsabilité des chercheurs sur l'impact de leur recherche, toutes les questions sociétales sont au cœur des débats politiques les plus aigus. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques jours en Chine. Donc sans rentrer dans les détails, vous voyez à quel point notre société est impactée. Les représentations qu'on se fait de la naissance, de l'humain, des droits des personnes sont au cœur de ces affaires.